Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Karim Mokadem, vice-président en charge de l'électrification chez Airbus à l'occasion du Salon du Bourget. On va détailler ces enjeux de décarbonation vitaux, évidemment, pour le secteur, pour la planète, et puis aussi réagir au plan de soutien à la filière annoncé par le président de la République. Notre débat, il portera sur cette initiative commune de l'association Diversidays et du Salon UATech. Ils veulent révéler les impact builders des entrepreneuses issus des diversités qui vont durablement et positivement impacter notre société. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez la marque de mode Huguette avec des tissus recyclés, upcyclés et des modèles en précommande pour éviter la surproduction. Aviation, tech, mode, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. Bonjour Karim Mokadem, bienvenue. Bonjour, vous êtes le vice-président d'Airbus en charge donc de l'électrification des avions. On va regarder ensemble précisément ce que ça veut dire. Tiens. Mais d'abord, ce 54e salon du Bourget qui ouvre ce lundi 19 juin avec deux enjeux majeurs qui sont identifiés. La décarbonation, on va beaucoup en parler, et puis l'emploi. Avant de parler de l'avenir, je voudrais qu'on jette un tout petit coup d'œil dans le rétroviseur, même si les avions n'en ont pas, à une époque où certains disent qu'il faut définir un quota de vol autorisé par habitant pour tenir le réchauffement climatique à un niveau acceptable. On en est là dans les enjeux de décarbonation de l'aérien. Je voudrais qu'on parle des progrès faits depuis ces dernières années. Vos avions, ils consomment, je ne sais pas si on remonte à peut-être 20 ans, enfin je ne sais pas quelle est votre année de référence, mais à quel point ils consomment moins ? Alors, il y a eu effectivement beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années. Depuis 1990, on a réduit la consommation de la flotte par deux, de 50%, donc ouais. C'est énorme. Aujourd'hui, nos avions les plus modernes consomment environ 2 litres au 100 par passager. Ouais. Et tout ce progrès-là a été un progrès continu qui a été fait grâce à beaucoup d'innovations. Et on arrive aujourd'hui à une situation dans laquelle on se dit ce progrès, il ne va pas être suffisant parce qu'on a en face de nous un challenge qui est 2050 avec la neutralité carbone. Et il va falloir un peu revoir tout ça, aller plus loin, et c'est l'un des grands enjeux énergétiques de demain pour le secteur. Ça veut dire que si on continuait dans la même ligne, on pourrait encore faire des progrès aux avions, c'est quoi, les rendre encore plus légers, avoir des moteurs qui consomment encore moins. Il y a de la marge de progression, mais ça ne suffira pas, c'est ça ce que je comprends. Exactement, il y a de la marge de progrès. Si on regarde dans le rétroviseur, comme vous disiez, le rétroviseur qui n'existe pas, mais en fait, on a eu... l'aviation s'est améliorée petit à petit, en jouant d'abord sur l'aérodynamique. Donc vous voyez, si vous prenez une feuille de papier, vous en faites une boule, vous la lancez, elle tombe. Ouais. Si vous en faites un petit avion un peu d'écolier, ça vole un certain temps, et ça, c'est l'aérodynamique. Donc ça, c'est extrêmement important, et on a fait évoluer nos avions dans ce sens-là petit à petit dans ces dernières dizaines d'années. Le deuxième élément qui est important, c'est le moteur, et on a énormément progressé sur le moteur. La 320 Neo, il consomme 20% de moins que son prédécesseur. Et donc ça, c'est lié au fait qu'on améliore la manière dont on brûle le carburant dans les moteurs petit à petit, et donc ça fait un axe d'évolution extrêmement important. Le troisième élément, c'est la masse. Si vous faites voler un avion en carton, c'est pas la même chose que faire voler un avion avec une petite feuille très fine. Ouais. Donc la masse, on l'a diminuée, on a réduit de 50% la masse on a utilisé 50% de composite dans notre A350, et donc ça, c'est extrêmement important. Et une fois qu'on a fait tout ça, il y a un deuxième élément qui est très important, parce qu'on peut avoir fait tout ça et le poser quelque part dans un garage, ça sert à rien, il faut le déployer. Ouais. Et donc quand on change et on renouvelle les flottes, et cet impact-là, il se voit en termes d'émissions dans la flotte globale. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a encore 75% de la flotte qui n'est pas encore renouvelée. Donc ça, c'est un axe majeur qui va permettre encore de continuer. Et puis, il y a un troisième élément qui est comment on optimise les trajectoires aériennes. Et en fait, plus on vole haut, moins on consomme, puisque la densité de l'air est plus faible. Il y a une certaine limite à ça. Et donc, ces optimisations-là, petit à petit, nous ont amené à réduire la consommation. Ça va continuer. Les moteurs vont continuer à s'améliorer, on va continuer à réduire la masse, on va continuer à améliorer l'aérodynamique, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir à un certain moment qu'on rentre dans le cœur d'un nouveau sujet, d'un nouveau paramètre dans cette équation globale de l'aéronautique, qui est l'énergie. Il va falloir qu'on s'attaque à quelque chose qui s'appelle le fuel. Alors, effectivement, se passer de kérosène, que les choses soient claires.
vous êtes en charge de l'électrification des avions. Alors moi, j'avais compris que sur des avions qui permettent de transporter beaucoup de passagers sur des distances importantes, l'avion électrique, c'était un leurre. Il faut soit de l'hydrogène, soit des carburants de synthèse. Quand on parle d'électrification, ça veut dire quoi? Alors, c'est tout à fait vrai. Ce que vous venez de mentionner est vrai. Si je reviens à ce que je disais précédemment, s'attaquer au fuel, ça veut dire s'attaquer au fuel dans le sens où il faut réduire, enlever la partie carbone de ce fuel, qui est la source du réchauffement climatique. Et on a deux chemins, pour être extrêmement simple et très factuel. On a un premier chemin qui dit « je supprime complètement le carbone ». Et donc là, c'est aller vers de l'électrification. Cette électrification, elle peut venir de batteries ou elle peut venir d'hydrogène avec des piles. D'accord. Et on a un deuxième axe qui est de dire ce carbone, je vais le maintenir, mais je vais utiliser un carbone que je peux recycler. Ça, c'est les carburants synthétiques. D'accord. Quand on parle d'électrification, on se dit, bon là, on a le choix entre utiliser des batteries, et là vous avez tout à fait raison, on va être limité en termes de taille d'avion et en termes d'autonomie. Okay, et ça c'est vrai, on ne fera jamais un A320 complètement électrique, parce que tout simplement, si vous mettez à l'intérieur les batteries les plus up-to-date qui arriveront dans 50 ans, l'avion ne pourra pas décoller. Okay, bon, donc voilà, donc ça c'est réglé, il n'y a plus besoin de se fatiguer là-dessus. Okay. C'est une certitude, il y a au moins une certitude dans ce marché, même si on explore beaucoup de choses. Donc les batteries pour des petits avions, on pourra peut-être à terme faire des petits avions de moins de 10 places qui auront une autonomie d'une centaine de kilomètres. Les taxis volants pourront utiliser des batteries. Quand on voudra augmenter l'autonomie de ces applications-là, il faudra aller soit vers de l'hybridation, et là on va combiner l'électricité avec un fuel propre. Et donc ça, c'est un peu ce que fait aussi l'automobile aujourd'hui, ce qui a commencé à faire l'automobile il y a 15 ans et qui s'est standardisé aujourd'hui. Ça veut dire que par exemple l'électrique, ça servira sur le tarmac, l'avion sur le tarmac sera exactement, ça veut dire que toutes les opérations sur lesquelles on prélève de l'énergie sur le moteur et donc en consommant du fuel, on va les faire grâce à une batterie. Donc par exemple, la partie taxi, on va la faire sur le tarmac grâce à une batterie. On va pouvoir utiliser cette batterie pour aider le moteur dans certaines situations, comme le stop and start des voitures, même chose, on va pouvoir l'aider, et donc ça va nous permettre de gagner en consommation, améliorer le rendement des moteurs, mais il va falloir le coupler à un carburant qui sera un carburant synthétique. Et enfin, il y a l'hydrogène qu'on peut soit faire brûler, soit utiliser avec une pile à combustible, qui sera un moyen d'aller vers des avions régionaux complètement propres. Oui, donc là, c'est pas des énormes, c'est pareil, c'est des avions, une cinquantaine de passagers, 100 passagers, ça peut... Une centaine de passagers. Une centaine de passagers, oui, d'accord. Donc voilà, donc il y a une multitude de technologies. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas une voie, on est en train d'explorer plusieurs voies, et en fonction des usages, on s'adaptera. D'accord, et donc il faut développer il faut suivre ces voies en même temps, c'est ce que je comprends, pour que chaque type d'aviation ait son usage. Je garde la main parce qu'il y a quand même le président de la République qui annonce un plan de soutien à la filière, à la recherche pour la décarbonation, 300 millions d'euros par an à partir de 2024. Et avec cette ambition d'avoir un A320 propre, biocarburant, dans 10 ans. Voilà ce qu'on attend du secteur au sein de l'exécutif. Est-ce que c'est tenable, ça ? Un A320 qui vole à 100% de biocarburant dans 10 ans. Oui, c'est tenable. Je pense que notre président Guillaume Faury l'a dit clairement dernièrement. Oui, c'est tenable, c'est notre objectif, c'est notre ambition. On est en train d'explorer toutes ces voies-là, incluant un avion qui réduirait sa consommation de 30% et qui pourrait être compatible de 100% de carburant synthétique. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il n'y a pas de point d'interrogation. On va devoir le faire. Oui. Voilà. Parce que sinon, on ne prendra plus l'avion. Non, mais parce que sinon, il y a déjà un mouvement qui est assez fort. Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur, qui est quelqu'un de sérieux, qui n'est pas, un ayatollah de l'environnement. Il envisage qu'il y ait des quotas de vol aérien par humain et par vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, on en est là de la réflexion. Mais je pense que toutes les réflexions sont légitimes. La seule chose qu'il faut garder en tête, moi je suis un ingénieur, donc en fait, depuis le premier vol de Clément Ader, où il s'est élevé de 1 mètre et il a fait une dizaine de mètres il y a 130 ans, aujourd'hui on fait voler des avions à 10 000 mètres et on les fait voler pendant 12 heures. Donc le progrès technologique, il va arriver, il a déjà existé, il va continuer à exister, et ça c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire confiance à l'innovation. Je ne crois pas
qu'on soit passé de l'âge de pierre à l'âge de bronze en disant aux hommes préhistoriques qu'ils ne devaient plus utiliser la pierre. Il faut qu'il y ait des innovations qui permettent de nouveaux usages et qui permettent aux gens, comme mes enfants aujourd'hui qui ont envie de voyager, de continuer à voyager. Oui, parce que sinon il y a une forme d'injustice de notre génération qui a profité de cette démocratisation du voyage pour découvrir la planète et de le refuser à la génération suivante. Un dernier mot, ça a filé trop vite, il nous reste 1 minute 30, mais sur ces biocarburants. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'un avion, il peut utiliser jusqu'à 50% de biocarburants. 50% aujourd'hui, et notre objectif est d'arriver à 100% à horizon 2030. Donc technologiquement, ça marche, sauf qu'on n'arrive pas à les produire aujourd'hui. Exactement. On en manque, quoi. Oui, c'est exactement ça. La technologie, elle va être prête. La disponibilité des carburants n'est pas aujourd'hui au rendez-vous, et c'est ça qu'il faut qu'on pousse absolument. Et donc, comme on est dans un système d'offres et de demandes, plus la technologie va être poussée, plus on va faire voler des avions qui sont compatibles avec ces carburants-là, plus l'offre va se structurer. Et je pense que c'est extrêmement important. Ouais. Dernière question, est-ce que c'est, et ça rejoint tout ce qu'on a dit, est-ce que c'est cohérent de garder, moi je voyais les projections du secteur sur de doubler le nombre de passagers d'ici 2040 pour atteindre les 10 milliards. Il y a un problème de temporalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait prêt à faire voler des avions propres, mais on continue de se dire il faut faire voler 10 milliards de passagers. Ben, en fait, c'est un peu c'est l'objectif de l'exercice, c'est-à-dire qu'il faut qu'on développe ces technologies pour qu'on soit capable de faire voler tous ces gens-là. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. On peut toujours tourner autour du pot. Il n'y a pas d'autre solution. Et le rôle des ingénieurs, le rôle de la R&D, le rôle d'Emmanuel Macron au travers des annonces qu'il vient de faire, c'est de dire, les gars, on y va, faites ce que vous voulez et on va vous aider. Et on va y arriver. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Eh bien, on reste sur ce message. Merci beaucoup, Karim. Merci beaucoup. Okadem. Bon salon du Bourget. On passe à notre débat tout de suite quand Diversitays et Vivatech s'associent. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Maud Tribaudot, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Tripluche et Chloé Sébac, bonjour. Bonjour Thomas. Directrice du plaidoyer de Diversidays. Vous nous rappelez, même si on a déjà reçu Diversidays plusieurs fois ici et sur la chaîne, quelles sont les missions de votre association ? Avec plaisir. Diversidays, c'est une association d'égalité des chances. Et notre travail, c'est de faire du numérique l'ascenseur social du 21e siècle. On accompagne des demandeurs d'emploi, on accompagne des entrepreneurs, on accompagne aussi des entreprises, des fonds d'investissement pour maximiser les opportunités dans le numérique et permettre à un maximum de talents d'entrer dans cet écosystème. Ouais. Et alors, vous unissez vos forces avec le salon Vivatech qui se tenait la semaine dernière pour promouvoir les Impact Builders. Alors, on en a une ici, mais qui sont-ils, qui sont-elles ? C'est quoi le principe ? Alors, le principe, c'est qu'en fait, dans l'écosystème tech, il y a quand même des discriminations qui subsistent. Et on s'est dit qu'il fallait ouvrir les portes à des talents, leur permettre d'avoir un accès privilégié à cet espace qui est très B2B, très corpo, finalement. Donc, on s'est unis avec Vivatech dans l'idée d'accompagner 9 entrepreneurs à impact. Donc, on les a d'abord sélectionnés. On a eu beaucoup de candidatures. Ça a été un casse-tête pas possible pour en sélectionner 9. Toujours dur de choisir. C'est terrible. Donc, ça a été super difficile, mais on a réussi à en choisir 9 sur des sujets assez variés. Je pourrais les présenter ensuite. On les a accompagnés autour du pitch, autour des relations médias, autour aussi du réseau et de la capacité justement à aller approcher des partenaires, des investisseurs, parce que c'est pas toujours évident. Et puis ensuite, en arrivant à Vivatech, il y avait tout un tas d'opportunités, d'activités. Il y a eu 2 sessions de pitch, par exemple, jeudi, dont une en présence de Jean-Noël Barrot, le ministre au numérique. On a rencontré le président de la République également. On a rencontré des investisseurs. Voilà, on a essayé de maximiser tout ça. Et puis, il y avait aussi une présence sur des stands, une présence physique. Donc, chacun avait son stand à Vivatech, pas très loin de la grande scène. Donc, voilà, ça facilitait le passage, les rencontres, etc. Du réseau, des rencontres et potentiellement du business. Maud Tribaudot, vous faites partie de ces Impact Builders sélectionnés pour le salon. Mais d'abord, il faut nous présenter, avant de raconter ce qui se passe ou ce qui s'est passé, il faut nous présenter Tripluche. C'est quoi Tripluche ? Alors Tripluche, c'est une plateforme qui a pour ambition de devenir l'interlocuteur unique pour trier ses biodéchets. Aujourd'hui, on est à moins de 200 jours d'une loi qui arrive, la loi AGEC, qui va nous demander à tous de trier les biodéchets. 1er janvier 2024. Voilà, 1er janvier 2024, ça semble un peu être demain. Et aujourd'hui, il y a très peu de solutions. Seulement un tiers des Français sont équipés d'une solution. Et Tripluche souhaite
devenir l'interlocuteur et accélérer la mise en place de solutions pour le reste des Français. C'est toute une gamme de solutions, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une, ça va dépendre des villes, ça dépend du lieu où on vit, c'est un peu ça le principe de Tripluche. Exactement, aujourd'hui il y a plein d'acteurs qui émergent, on voit des gens qui veulent collecter les biodéchets à cheval, à vélo, en camion à biogaz, et en fait on voudrait réunir tous ces acteurs pour pouvoir offrir la solution la plus proche à chacun, pour rester dans une économie circulaire logique et minimiser l'impact du transport au maximum. Et donc ça passera par quoi? C'est une appli que les citoyens pourront télécharger pour voir quelle est la meilleure solution à proximité? C'est quoi Alors aujourd'hui c'est un site internet qui s'adapte aux mobiles aussi, et ça va passer par une map, donc on géocalisera le besoin. J'ai besoin de trier mes biodéchets ici, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de les faire collecter ici, et les acteurs les plus proches pourront dire ok, je suis en mesure de vous aider, je vais vous accompagner dans la démarche du tri des biodéchets. Chloé Sebag, pourquoi c'est un duo de cofondatrices, hein, c'est ça? Vous n'êtes pas toute seule, on va citer votre collègue. C'est pas compliqué, elle s'appelle Maude aussi. Deux Maude. Maude Lauvergne et Maude Tribaudot. Maude Lauvergne. Pourquoi ce duo vous a convaincu? Parce que vous nous l'avez dit, vous avez eu beaucoup de candidatures, on parlera aussi des autres sélectionnés, mais pourquoi elles vous ont convaincu? Déjà parce que 2 femmes qui entreprennent, il y en a de plus en plus, mais ça reste encore un sujet aujourd'hui. Et ça reste un sujet de lever des fonds, et trouver des financements quand on est souvent une femme ou 2 femmes qui créent leur boîte. Exactement, voilà, donc une jeune maman. On a eu un bébé avec nous à Vivatech. Mais au-delà de ça, surtout, c'est l'intérêt de la solution. Aujourd'hui, la question du tri des biodéchets, il y a besoin vraiment de démocratiser ça, aussi de faire de la pédagogie sur le sujet. Et je pense que justement, Tripluche, c'est une solution idéale. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait la booster. Quand on parle d'entrepreneuriat à impact, ça veut dire quoi? C'est dans toutes les dimensions de l'impact. On ne parle pas seulement d'environnement, on est bien d'accord? Exactement. En fait, on parle d'environnement, mais on parle aussi de changement sociétal, en fait, finalement, au global. C'est des solutions positives pour la société, mais qui sont prises par le volet économique et plus par le politique, comme c'était le cas peut-être avant, ou l'associatif. Oui. Avec une difficulté, vous nous l'avez dit, comment choisir et surtout comment valider des solutions alors que ce sont des toutes jeunes entreprises. Donc par quel tamis vous avez fait, quels critères vous avez fait passer ces candidats et ces candidates avant de les sélectionner, avant de les choisir? Alors il y a le potentiel en fait de la solution déjà. Elles ont aussi enregistré une petite vidéo pour nous présenter ça. Il y avait pour certains déjà un début de chiffre d'affaires. Pour Maude et Maude, c'est le début encore, mais vraiment on s'est dit que la solution pouvait se déployer facilement, rapidement. Donc on est passé par ces critères-là, et puis évidemment il y a un autre critère, c'est que Diversiday, ils ont travaillé sur les diversités avec un grand S, et donc on traite de tous les critères possibles de discrimination. Donc on liait à la fois l'intérêt de la solution, son développement, aussi le fait que ça puisse lui servir, parce que si la solution est trop mature, elle pouvait déjà avoir sa place à Vivatech. Bien sûr, il n'y a pas besoin de ce partenariat. Alors justement, comment ça se passe un salon Vivatech? Vous aviez rencontré en très peu de temps, c'est toujours le principe du salon, des interlocuteurs, et il vous aurait peut-être fallu 6 mois, 1 an, 2 ans pour les toucher? Ah oui, hein, c'était intense, très intense, j'ai encore des cernes. Oui, on a eu des moments privilégiés, incroyables. Nous, on n'a que 3 mois d'existence. On ne pensait pas qu'à ce moment-là de notre parcours, on allait pouvoir et rencontrer un ministre, et rencontrer Monsieur le Président. C'était incroyable. Même des investisseurs, on n'en est pas encore là, mais c'est des expériences bonnes à prendre pour la suite. Donc, c'était incroyablement enrichissant et riche. C'est quoi les prochaines étapes pour Tripluche? Alors Tripluche a pour ambition en 2024 de proposer un outil complet pour être prêt et faire face à la loi. Donc je suis moi-même développeuse, donc on arrive pour l'instant à faire les choses nous-mêmes, mais on souhaite se construire, s'organiser pour pouvoir accélérer un petit peu le développement et être prêt pour 2024 avec un outil à peu près complet en termes de map, de géolocalisation, de mise en relation et aussi d'outillage derrière pour pouvoir aider et sensibiliser le grand public. 1er janvier 2024, l'objectif c'est d'être prête ou c'est premier trimestre Premier trimestre. Premier trimestre 2024. Et la question qui va avec, est-ce que vous avez, vous, le sentiment, parce que j'imagine que vous commencez à en discuter avec elle, que les collectivités locales et les mairies sont prêtes? Parce qu'il y a la question de nous, citoyens, on se dit c'est le 1er janvier et puis on va se retrouver d'un seul coup avec nos biodéchets, qu'est-ce que j'en fais? Mais les mairies?
Alors ça dépend, il y a beaucoup de volonté, il y a la bonne volonté de tout le monde. Il y en a beaucoup qui testent quand même. Il y en avait une centaine en 2019 qui avaient déjà mis en place une collecte séparée. Donc il y en a qui testent. Il y en a même qui ont réussi leur pari. Je pense à Colmar qui a réussi à totalement faire du 100% ramassage de biodéchets. Donc ils sont encore en train de chercher la solution quand même idéale. Ce qui est dur, c'est on doit faire un peu du cas particulier suivant chaque environnement. Je suis en maison, je peux donner un composteur, c'est plus simple. Je suis en immeuble, bâtiment sans extérieur, comment je fais? Donc on fait un peu du cas par cas et c'est là que c'est compliqué. Donc elles doivent choisir et elles testent en ce moment. Chloé Sebag, donnez-nous d'autres exemples de cette cohorte d'Impact Builders. Avec plaisir, je peux parler par exemple de Zaimraï, qui a créé H24 Care, qui est une solution pour désengorger les urgences. Oui, ça fait génial. On prend tout de suite. C'est quoi l'idée? C'est quoi le principe? Le principe, en fait, c'est qu'elle met en relation avec des médecins dans la ville à proximité, avec les maisons de santé aussi. Donc, en fait, elle travaille finalement avec tout l'écosystème de santé pour faire en sorte que ce qui relève davantage des petits bobos ou des inquiétudes, parce que par exemple, quand ça touche un jeune enfant, et puis que ça arrive en pleine nuit, on ne sait pas toujours comment faire. Mais là, vraiment, c'est un service qu'on peut appeler et qui redirige ensuite vers ces professionnels de santé. Et vraiment, elle le raconte hyper bien. Elle raconte l'attente d'une maman aux urgences, comment faire et comment aussi permettre, on l'a vu pendant le Covid, il y avait un vrai sujet sur la question du désengorgement, donc voilà une solution hyper intéressante. En termes de santé, je pense aussi à Ordolib, par exemple, qui a été créé par Yanis Barry, qui est un peu le Deliveroo des médicaments. Alors, ça peut sembler un petit peu bizarre comme ça, mais ça ne l'est pas parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de mobilité. Et dans ces cas-là, par exemple des personnes âgées, par exemple des personnes blessées, ou par exemple des personnes en situation de handicap, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir leur livrer ces médicaments. Voilà. Et puis alors j'ai une autre, je pense que vous l'avez en tête, parce que ça rejoint un peu les enjeux de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est Fullsoon. C'est quoi Fullsoon? Alors Fullsoon, ça a été créé par 3 frères et sœurs, et c'est en fait une solution qui permet de prévoir ce qui va se passer dans un restaurant pour justement éviter le gaspillage et être dans une logique beaucoup plus durable. Autre exemple, je suis sûr que vous en avez un petit dernier à nous proposer. Ok, Vibza, qui a été créé par Raja El Arak. En gros, c'est une solution pour réunir tous les conducteurs qui sont en capacité de prendre des passagers en situation de handicap, que ce soit des personnes en fauteuil, que ce soit aussi des personnes âgées, enfin vraiment handicap au sens large. C'est une super solution parce qu'il y a beaucoup de sujets sur l'accessibilité de la mobilité en France et notamment à Paris avec l'arrivée des JO, ça va être un gros sujet. Bon, je vais prendre la liste parce que comme on a une chronique start-up dans cette émission, dans Smart Impact, je pense qu'il y a quelques invitations à venir. Un dernier mot, Maud Tribaudot, sur les enjeux quand même de cette collecte des biodéchets. C'est toute une filière qu'on a derrière de production de biogaz, de biocarburants. C'est ça l'enjeu en fait? Il y a 2 enjeux en fait. Soit on décide de composter, donc on fait sur place, et là on limite aussi tout ce qui est transport, donc ça peut être une solution à privilégier. Et ensuite il y a la collecte, et en effet la collecte, il y a des acteurs avec donc tout un réseau de logistique, des infrastructures assez grandes pour pouvoir traiter les biodéchets, et puis ensuite les emmener au méthaniseur pour en faire du biogaz. Donc oui, il y a toute une chaîne d'acteurs pour le biogaz, mais il y en a une autre aussi pour le compost, qui aujourd'hui est une solution aussi à ne pas négliger, qui peut rassembler les gens, créer du lien social et aussi réenrichir nos sols. C'est un gros enjeu aujourd'hui. Le compost est magnifique pour donner à nos sols une fertilité que l'on attend et redonner aux terres agricoles ce dont elles ont besoin pour nous produire des bons fruits et légumes. Voilà une belle perspective. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, la mode responsable au programme. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Bénédicte Fontaine, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Huguette. Quand, pourquoi l'avez-vous créée cette marque? Alors, je l'ai créée il y a à peu près 2 ans.
Parce qu'en fait, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie en fait, de travailler dans l'industrie de la mode. C'est vrai que j'ai commencé d'abord par travailler dans l'univers du textile pendant 10 ans. Et puis, j'ai pris un virage à la trentaine et je me suis dit que c'était le moment. En fait, ma grand-mère était couturière dans l'univers du luxe. En fait, elle faisait des robes de mariée et des robes de soirée sur mesure. Et ma mère, elle travaillait dans la reliure d'art, donc elle travaillait le cuir. Et c'est vrai que j'ai toujours baigné en fait, dans cet univers qui m'a donné très envie en fait, après de travailler dans la mode. Ouais. Et donc, vous créez une marque de mode avec un certain nombre de principes. On va d'abord parler des matériaux, le sourcing des matériaux et surtout ce que vous en faites. C'est quoi le principe? Alors, le principe, en fait, c'est de ne pas produire de tissus ou de matière. C'est-à-dire que je vais travailler avec des tissus qui existent déjà, ce qu'on appelle des stocks dormants de grandes maisons ou de créateurs. Ce sont des stocks qui seraient en fait brûlés et qui seraient finalement plus polluants de les détruire que de produire de nouveaux tissus. Si des créateurs, finalement, comme moi, n'en utilisaient pas. Mais je vais sourcer vraiment, je vais aller plus loin. Je vais récupérer aussi des tissus vintage, dont certains de mâles de ma grand-mère. Mais aussi, je vais récupérer des tissus, par exemple, utilisés par les palaces. Des chutes de tissus. Donc, j'ai travaillé aussi avec du tissu d'ameublement. Et je vais faire pareil avec la passementerie et les boutons. Donc c'est vraiment, on parle d'upcycling, c'est-à-dire que c'est pas seulement réutiliser les matériaux, c'est leur donner une nouvelle vie en quelque sorte avec l'aspect créatif. Et les chutes, parce que là vous parliez des chutes, les chutes de vos vêtements, vous en faites quelque chose aussi. Exactement, je vais aller plus loin en fait dans le processus. Donc déjà j'ai utilisé par exemple d'anciens draps, d'anciens rideaux que je vais découdre pour en refaire des vêtements. Et ensuite mes propres chutes, je vais les donner en fait à une association qui les réutilise pour faire des patchwork pour les femmes atteintes de cancer du sein, donc pour leur faire des couvre-chefs. Et aussi, je vais les donner à des maternelles ou différentes écoles pour les loisirs créatifs, pour éveiller les sens. Ok, et ça vous a permis d'obtenir le label Entreprise Zéro Déchet en février-mars de cette année. Exactement. Alors, l'autre levier d'une mode durable, c'est de ne pas produire en grande série. Donc, c'est quoi, là aussi, le principe du GET? Alors, le principe du GET, c'est de produire en petite série. Donc, on va être maximum sur une quinzaine de pièces, mais aussi des pièces uniques, puisque je vais proposer aussi, en fait, un service de personnalisation et je vais produire localement, ce qui va limiter aussi l'impact, en fait, environnemental, l'empreinte carbone de mon vêtement. Et je vais produire en précommande, c'est-à-dire que je vais produire ce qui est vraiment nécessaire, ce qui a vraiment été commandé par les clientes, ce qui va éviter de tomber dans une frénésie ensuite d'avoir du stock, de faire des soldes. C'est vraiment tout à l'opposé, ce qu'on appelle la slow fashion. Oui, évidemment, on est vraiment au cœur de la slow fashion. Avec une vraie question, est-ce que c'est forcément du luxe? Est-ce que c'est forcément des modèles chers, puisqu'on est c'est presque de l'artisanat, ce que vous nous décrivez? C'est complètement de l'artisanat, tout est fait vraiment main. C'est ma mère et moi qui coupons les tissus, clairement. Ça permet, en fait, si vous voulez, d'avoir de la qualité, parce qu'on a des tissus de marques prestigieuses, comme du groupe LVMH, à des prix, justement, beaucoup plus abordables, en fait. C'est tout le but. Mais quand on se pose la question du développement d'une entreprise qu'on vient de créer, est-ce qu'on ne touche pas aussi les limites de la montée en gamme, en croissance de votre marque? Si on veut maintenir ces principes, vous voyez, vous n'allez pas vous mettre à produire des séries de 1000, 5000, 10 000. Non, complètement. Et ce n'est pas du tout, en plus, l'objectif. Mais c'est vrai que je vais être, entre guillemets, limitée ou contrainte par les stocks de tissus que je vais trouver. Puisque forcément, ça va être des chutes. Parfois, il y aura un rouleau de 20 mètres, parfois 100 mètres. Donc, en fait, c'est là aussi l'intérêt de composer avec, en fait, l'existant. Donc... Par exemple, là, j'ai développé un ensemble, il a cartonné, on m'en a redemandé, mais il n'y avait plus de tissu, donc je le propose dans un autre tissu. Mais c'est aussi le côté exclusif et l'intérêt, en fait, de la marque. Et ça oblige à être particulièrement créative. Exactement. Pour inventer tout ça. Merci beaucoup, Bénédicte Fontaine, et bon vent à Huguette. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart et merci à vous de votre fidélité à la chaîne des Audacieuses. On en a eu plusieurs sur ce plateau et des Audacieux, on en a eu aussi. Salut.